ton tour. Bonjour à tous, Uwe Nagel William, géomètre expert à la société TT Géomètre Expert sur Paris et également en consultation géomètre à l'ARC depuis maintenant 6-7 ans, donc tous les 15 jours le jeudi après-midi. Moi je m'appelle Emmanuel Jonot, donc je suis juriste à l'ARC et donc je participe à la formation ce jour. Voilà. Bonjour à tous, donc Pierre Clotio, juriste également à l'ARC depuis cette année et anciennement notaire au sein d'une étude. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien et que cette conférence va vous apprendre de nombreuses choses. Alors moi je me présente, je suis Corentin Hautzmann, je suis chargé d'opération dans les copropriétés en difficulté au sein de l'ARC. Donc si vous êtes adhérent à l'ARC, je ne pense pas qu'on a eu des contacts, que j'ai eu des contacts avec vous, parce que nous on travaille dans un certain type de copropriété. Donc voilà. Donc on peut commencer à présenter la conférence. Donc aujourd'hui, le thème de la conférence c'est sur l'adaptation et la mise en conformité du règlement de copropriété. Mais avant de parler d'adaptation et de mise en concurrence de mise à jour plutôt, mise à jour du règlement de copropriété, avant de parler de ça, il faut définir ce que c'est que le règlement de copropriété, car c'est un document qui est très long, qui peut être compliqué à lire, et on ne sait pas vraiment quelle est l'importance de ce document et en quoi il vous engage, etc. Donc ce qu'il faut que vous sachiez sur ce document, c'est que le règlement de copropriété, c'est un contrat donc, que vous avez accepté en tant que copropriétaire lorsque vous avez acheté votre bien immobilier. Lorsque vous avez signé votre acte de vente, vous aviez annexé à l'acte de vente le règlement de copropriété. Donc le règlement de copropriété, c'est un document qui fixe les règles de fonctionnement d'une copropriété. Donc il fixe toutes les règles concernant l'état de répartition des parties communes et des parties privatives, les charges, le fonctionnement administratif de la copropriété. Donc c'est vraiment un document essentiel et qui est unique. Il n'y a pas de document type de règlement de copropriété, car en fait il s'adapte à chaque copropriété. Chaque copropriété est différente et donc il va être adapté en fonction de la copropriété. Ce document, le règlement de copropriété, est un document qui est obligatoire. Néanmoins, il n'y a pas de sanction si vous n'avez pas de règlement de copropriété. Par exemple, il peut y avoir des copropriétés qui se forment sans que les personnes se rendent compte qu'ils sont en copropriété, donc ils n'ont pas établi de règlement de copropriété. Et s'ils passent devant le juge va leur faire établir un règlement de copropriété, car c'est un document essentiel pour partager au final les parties communes, vu que des copropriétaires sont propriétaires de leurs parties privatives et copropriétaires des parties communes. Ils le partagent. Donc cette charte est une charte qui est commune à tous et qui a comme une force de loi en soi. Tout le monde doit suivre le règlement de copropriété, on ne peut pas y déroger, ni le modifier, par rapport à vous-même. Si vous voulez le modifier, il faut forcément passer par l'Assemblée générale. Donc, étant donné que c'est un contrat, il relève de la liberté contractuelle, donc vous êtes libre de l'établir de la manière dont vous voulez. Néanmoins, il faut respecter des textes de loi et aussi également l'ordre public et les bonnes mœurs. Donc l'ordre public et les bonnes mœurs, par exemple, vous ne pouvez pas dire dans votre règlement de copropriété que vous allez accepter les activités criminelles, parce que c'est interdit. C'est interdit. De plus, il faut respecter la loi du 10 juillet 65, enfin les dispositions impératives de la loi du 10 juillet 65 et du décret du 17 mars 1967. Donc cette loi et ce décret doivent être forcément respectés dans le règlement de copropriété. On ne peut pas y déroger. On peut passer à la slide suivante. Donc maintenant, nous allons voir le contenu du règlement de copropriété. Là, il y a toute une liste énumérative du contenu du règlement de copropriété. Néanmoins, je ne vais pas vous décrire point par point très précisément ce que c'est, parce qu'on va en parler après aussi. Donc le contenu du règlement de propriété, il est défini à l'article 8 de la loi du 10 juillet 65. Et le règlement de copropriété a donc pour objet de, tout d'abord, déterminer la destination des parties privatives et des parties communes. Alors c'est essentiel de déterminer la destination des parties privatives et communes, car au final, la destination de ces parties permettent de savoir, d'identifier plutôt l'objet de la copropriété. Donc ce que vous aurez le droit de faire ou de ne pas faire. Par exemple, si la copropriété est à destination uniquement d'habitation, vous ne pourrez pas faire un commerce dans cette copropriété. C'est uniquement à titre d'habitation. Ensuite, il permet aussi d'indiquer les conditions de la jouissance et les règles d'administration des parties communes. Étant donné que vous êtes tous copropriétaires des parties communes, il va falloir suivre des règles
que tout le monde va devoir suivre. Donc par exemple, par rapport aux escaliers, comment vous allez utiliser les escaliers ou les ascenseurs, ce que vous pouvez faire dans la cour ou ne pas faire. Tout est décrit dans le règlement de copropriété. C'est pour ça que c'est vraiment un document essentiel, car ça vous dit ce que vous pouvez ou ne pas faire, dans la copropriété. Donc il faut vraiment bien le lire. Il permet également de déterminer les règles de fonctionnement de la copropriété et les pouvoirs de l'Assemblée générale. Les règles de fonctionnement, c'est par exemple le conseil syndical. Il peut vous donner des informations sur le conseil syndical, le nombre maximum de membres du conseil syndical qui peuvent être désignés, etc. Et concernant les pouvoirs des assemblées générales, il vous dit également, par exemple, le mode de convocation de l'AG, comment se déroulera l'AG. Donc dans le règlement de copro, il y a vraiment toutes ces informations sur le fonctionnement administratif de la copropriété. Je ne sais pas si vous avez des noms. Non, juste peut-être parler de l'état descriptif de division, puisque c'est... Alors, si je revenais un peu, oui, tout à fait d'accord, c'est que le règlement de copropriété est un document contractuel et institutionnel. Hein. Il y a une partie, effectivement, qui laisse libre au rédacteur quand il met en copropriété, il écrit ce qu'il souhaite. Et les articles de loi de la loi de 65 sont des fois pas d'ordre public. Donc c'est le règlement de copropriété qui s'impose, surtout dans la définition des parties communes, parties privatives, les droits et les obligations et la destination. Ça, c'est des choses qui sont écrites à celui qui va mettre en copropriété. Donc le promoteur ou la personne en pleine propriété qui va découper son immeuble, hein, c'est lui qui va agir sous couvert du notaire et du géomètre expert qui va le conseiller. Et une partie institutionnelle, c'est ce que tu avais bien dit, c'est que la loi s'applique. Le règlement peut dire quelque chose, mais si la loi dit autre chose, il y a les articles de loi qui sont d'ordre public et qui vont écraser des parties du règlement de copropriété. C'est la partie institutionnelle, c'est le rôle, fonctionnement du syndic, syndicat, assemblée générale et les règles de majorité. Donc si elles changent et que votre règlement reste inscrit dans 58 sur des définitions, ces définitions ne sont plus valables. Donc c'est assez difficile de lire le règlement de copropriété entre des parties qui sont toujours valables, des parties qui écrasent la loi, des parties qui ne sont plus valables parce que la loi a évolué, d'où après tout ce qui va être amené sur les mises aux normes. Et ce qu'on peut rajouter, c'est peut-être une évidence, c'est que la rédaction des règlements, c'est le monopole de notaires et d'avocats, puisque c'est un acte juridique et qui donc ne peut être rédigé que par des personnes habilitées à cet effet. Géomètre Expert fait également aussi des règlements de copropriété. Il peut le faire aussi. Surtout en province, où on nous sollicite souvent pour faire l'intégralité. Mais effectivement, le notaire est le seul qui a le monopole de l'acte authentique et de la publication. De toute façon, il va falloir passer par un notaire qui va mettre en forme, quand on fait l'intégralité du règlement de copropriété, pour réaliser l'acte authentique et le publier. Donc il y a deux professionnels qui mettent leur responsabilité. On peut avoir un géomètre expert qui rédige intégralement le règlement. Tout à fait. Alors en Ile-de-France, c'est plutôt les notaires qui s'en chargent. Nous, on a une grosse structure, on est 230 dans le cabinet de géomètre expert, on a 15 agences, et on constate qu'en province, les notaires ne souhaitent pas forcément écrire le règlement. Donc c'est le géomètre expert qui va tout faire. Généralement, le géomètre expert fait l'EDD, découpage des lots et les plans. Mais effectivement, on peut nous donner toute l'intégralité. À Annecy aussi, c'est le géomètre expert qui fait un peu l'intégralité. Oui, peut-être juste un mot rapide sur ce point-là. Effectivement, c'est vrai que, pour l'avoir constaté au cours de la pratique, pour tout ce qui est évidemment EDD, la partie purement géomètre, et pour la partie qui va délimiter, indiquer concrètement ce qui relève des parties communes et parties privatives, le notaire à ce niveau-là va très très peu, pour pas dire pas du tout, intervenir. La partie proprement notariale, ça peut être sur la destination de l'immeuble, apporter des précisions, etc. Mais il est vrai qu'en pratique, le géomètre, le travail fourni par le géomètre est déjà assez conséquent. En réalité, c'est pas simplement la description des lots avec les tantièmes, et c'est déjà un document qui peut être repris quasiment tel quel par le notaire. Alors évidemment, les notaires consciencieux vont quand même s'efforcer de relire, vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, d'incompatibilité dans la description des parties communes, parties privatives et éventuellement parties communes spéciales. Mais il est vrai que c'est vrai que à ce niveau-là, c'est plus le domaine déjà du le géomètre expert va faire un règlement partiel, on va s'occuper de la définition des parties communes parce qu'on fait les plans, donc on met en adéquation ces éléments-là, et les charges. Les charges font partie du règlement de copropriété, pas de l'état descriptif de division, et le calcul des clés d'appartition de charge, généralement, ça incombe au géomètre expert, vu qu'il se sert de la superficie et tous ces éléments pour calculer les codes-parts. On en parlera peut-être plus tard. Et on passe par un notaire pour avoir
au final l'acte authentique. Et l'acte authentique permet de posséder les 3 forces, donc la date certaine, la force probante et la force exécutoire. La force probante, c'est la force d'une preuve. La force exécutoire, c'est la même force qu'un jugement. Donc au final, le règlement de copropriété a une grande force grâce à son acte authentique qui est établi par le notaire. Donc ensuite, on parlait aussi, dans le contenu du règlement de copropriété, il y a également l'état de répartition des charges communes. Donc on va, comme l'a dit mon cher collègue, qu'on va établir quelles sont les charges communes, quelles sont les parties communes, quelles sont les parties privatives. Il y aura une liste qui va énumérer cela, si c'est des parties communes spéciales ou des parties communes à jouissance privative également. Et on aura aussi 2 types de charges, 2 catégories de charges communes. Donc il y a les charges communes générales et les charges communes spéciales. On en parlera après pour vous dire c'est quoi la différence entre ces 2 types de charges. Néanmoins, pour les charges communes générales, elles sont calculées par rapport au tantième de copropriété. Et ça, je vais laisser le géomètre expert pour vous expliquer comment sont calculés les tantièmes de copropriété. Alors, effectivement, on va parler de code-part. Il y a 2 types de code-part. Les codes-part de propriété. Là, votre propriété indivise dans les parties communes, l'indivision. Quand on est en copropriété, c'est une indivision. Je suis propriétaire de mon lot. En totalité, j'ai toujours une cote-part attachée à mon lot. Un lot est constitué de 2 éléments qui est mon pourcentage dans la propriété des parties communes. C'est l'article 5 qui encadre les règles de calcul, l'article 5 de la loi du 10 juillet 65. Mais pour les cotes-parts de propriété inscrites dans votre lot, cet article n'est pas d'ordre public. On vous dit comment le calculer, mais on pourrait faire différemment. On pourrait. L'article 10, qui est d'ordre public, parle des charges. Et l'article 10, pour les charges générales, c'est l'article 10.2, qui parle des charges générales et spéciales de bâtiment, vous dit pour les calculer, référez-vous à l'article 5. Super. Donc on les calcule effectivement pareil. Code-part de propriété indivise et code-part de charges générales ou de bâtiment sont calculés pareil. Il y a un petit distinguo avec un autre type de charge, les charges de services et d'équipement, article 10.1, qui est à part, on la calcule d'une autre façon. C'est pour les ascenseurs, chauffage, digicode, VMC ou d'autres types de charges qui sont calculées d'une autre façon. Donc si je prends la quote-part de charge générale ou de propriété ou charge de bâtiment, l'article 5 nous stipule, c'est en fonction de la valeur relative du lot, par rapport à l'ensemble des valeurs relatives. C'est un peu abscon, hein. Qu'est-ce qu'on entend par valeur relative ? Voilà, on n'a pas le droit de dire une valeur pécuniaire ou vénale, mais on peut s'en approcher. En tout cas, c'est une valeur effectivement du bien immobilier par rapport à 3 critères. C'est les 3 mots sacrés, hein. Superficie, consistance, situation. Donc la valeur relative de mon lot par rapport à l'ensemble de toutes les valeurs relatives, je ne fais pas cas des parties communes pour calculer des codes-parts, je m'en fous, je prends les superficies de toutes les parties privatives et je fais une règle de 3, mais par rapport superficie, consistance, situation. Et juste, pardon William, une interrogation, ces 3 critères, ils sont codifiés dans votre profession ou Oui, alors effectivement, c'est la loi, le législateur met 3 mots, et nous, praticiens, on a essayé de traduire ces 3 mots en quelque chose de tangible et en solution scientifique ou mathématique par des coefficients. Quelle superficie ? Toutes les superficies sont prises en compte, pas que la Carrez. La Carrez date de 1996, la loi de la copro date de 1965. Toutes les surfaces que je vais pondérer par rapport à consistance situation. Un jardin peut être un lot privatif, Carrez 0, mais il a bien une surface de jardin, et le consistance, ça va être la nature. Dans la consistance, on va avoir 3 éléments où nous, on va créer des coefficients de pondération, on va pondérer les surfaces. Pour avoir la surface pondérée, après, c'est une règle de 3. Consistance, j'entends nature, c'est la plus importante. Donc, en un appartement, local commercial, bureau, même combat, le coefficient est le même. Il ne doit pas y avoir de surpondération parce que j'ai un local commercial par rapport à un appartement. Ça a été jugé, beaucoup de jurisprudence. C'est-à-dire que pour la consistance, le critère est le même, quelle que soit la nature du lot. Pour la consistance, on a 3 items dans la consistance, ou 4, hein, on les traduit comme ça. Le premier item, c'est la nature qui est le plus importante. D'accord. Dans la valeur relative, on sent bien que, comme je disais, un commerce, habitation, bureau, même combat, mais une cave, 1 mètre carré de cave, est-ce que ça a la même valeur qu'un mètre carré d'un appartement, d'une habitabilité ? Pas forcément. Donc les caves, on va les minorer avec un coefficient de 0,3. On va prendre la surface de la cave de 10 mètres carrés, on va appliquer un coefficient par exemple de 0,3. Nos ordres, nos instances nous donnent des fourchettes de coefficients et nous, rédacteurs, on essaye d'être dans le cadre de ces fourchettes. Donc la nature va avoir un impact important sur la calcul de la quote-part. Voilà, un balcon. On va prendre un coefficient entre 0,2 et 0,4. Une terrasse entre 0,3 et 0,5. Une place de stationnement. J'ai un box à 0,5. J'ai une place de stationnement en sous-sol, en infrastructure 0,4. J'ai une place de stationnement en extérieur. Je vais 0,3. Donc je minore. On sent bien qu'il y a la valeur
relative vénale qui est mise en avant pour pondérer ces éléments-là, mais je vais pondérer tous ces éléments par rapport des combles, les parties inférieures à 1,80. Je suis sous mansard, et ben cette surface sous mansard a quand même de la valeur. Donc au lieu de prendre 1 pour les parties avec 2,50 m de hauteur sous plafond, je vais prendre un coefficient de 0,15. Et tes 10 mètres carrés inférieurs à 1,80, je vais les multiplier par rapport à ces coefficients. Donc c'est un énorme tableau Excel où on met toutes les surfaces d'un lot, qu'on va pondérer la nature très importante. On le voit. Les jardins extérieurs entre 0,01 et 0,1. On prend que 1 à 10% de la surface par rapport à un appartement pour calculer les cotes-parts d'un jardin privatif en fonction de la distance. Donc on a plein de choses comme ça. La nature est la plus importante. Dans la consistance, on peut avoir également la hauteur sous plafond. Et oui, j'ai un appartement de 100 mètres carrés, je fais 2,50 m de hauteur sous plafond. L'autre appartement est à 6 mètres de hauteur sous plafond. On sent bien que la valeur relative de mon lot va être plus importante. Donc la hauteur sous plafond rentre en compte. Dans ma copropriété, toutes les hauteurs sont à 2,50. Je n'utilise pas ce coefficient. Mais j'ai une disparité. Le rédacteur va utiliser ce coefficient. Le dernier, c'est les matériaux qui peuvent être mis en place. C'est très très rare, mais la forme de la distribution ou les matériaux. J'ai une copropriété avec 3 bâtiments. Je parlais souvent des petits cochons, je suis désolé, mais voilà, des fables, mais un bâtiment en paille, un bâtiment en bois et un bâtiment en briques. Un appartement de 50 mètres carrés dans un bâtiment en paille aura un peu moins de valeur relative que dans le bâtiment en briques. Si j'ai une disparité dans les bâtiments sur une même copropriété, eh ben, je pourrais appliquer un coefficient effectivement de minoration pour l'immeuble en parpaing par rapport à l'immeuble en pierre de taille. C'est rare. C'est la consistance. Dans la situation, 2 éléments qui rentrent en compte principaux, la vue et l'ensoleillement. Et oui, j'ai un appartement avec les fenêtres plein sud, valeur relative plus importante qu'avec un appartement de même superficie, fenêtre plein nord. Et plein sud avec des grandes baies vitrées par rapport à plein nord, avec des meurtrières qui donnent sur une cour de 5 mètres carrés. La valeur relative de mon appartement va être différente, donc je vais pondérer aussi. Alors, à minima, 5 à 10% sur les surfaces. On dit, faites pas des grands écarts, mais on nous donne toujours des fourchettes de pondération. La vue enclairement. Et le dernier, ça va être l'étage. Et ouais, j'ai un ascenseur, j'augmente de 5 à 10% par étage. Mon appartement au 17e étage aura plus de valeur que celui au rez-de-chaussée. Dans une vente, on le comprend. On raisonne un petit peu pareil. La référence à l'ascenseur, c'est pour le calcul des charges communes ou uniquement pour les charges d'ascenseur? Non, charges communes. Les charges d'ascenseur, c'est une autre façon d'utiliser. C'est l'utilité objectif. On augmente classiquement de 17% pour les charges d'ascenseur. Création d'un ascenseur, les charges d'entretien. Mais pour les charges générales et charges de bâtiment, 5 à 10%, on a une fourchette et on augmente. Je n'ai pas d'ascenseur. Le meilleur niveau pour une habitation, on va dire, c'est le premier et le deuxième étage. Donc j'augmente jusqu'à avoir un coefficient de 1 au premier, et après je diminue de 5 à 10%. Je n'ai pas d'ascenseur, j'ai un appartement au 7e étage. Voilà, ça fait plus mal aux jambes. La valeur relative, je ne pense pas la valeur vénale, va être différente par rapport. Donc c'est quand même une science assez complexe. Voilà, dans ce cadre-là. Et pour les charges d'équipement, ça va être un peu sur d'autres critères. C'est l'utilité objective, c'est ce que dit la loi. Et nous, praticiens, on prend ce mot et on en fait des coefficients et des règles de calcul sur l'utilité objective. C'est un autre débat, je pense. Donc on peut repasser. Donc ensuite, on parlait qu'il fallait, dans le règlement de copropriété doit énumérer les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative. Donc, c'est quoi la différence entre ces 2 types de parties communes? Tout d'abord, les parties communes spéciales sont des parties communes qui ne s'appliquent pas à l'ensemble des copropriétaires, mais à une partie des copropriétaires. Par exemple, si on a une copropriété avec plusieurs bâtiments et qu'on a inscrit dans le règlement de copropriété qu'il y a des parties communes spéciales bâtiment A, uniquement les copropriétaires du bâtiment A paieront les charges du bâtiment A. Et uniquement les copropriétaires du bâtiment A voteront pour les décisions qui seront prises sur le bâtiment A et pas ceux du bâtiment B. Donc ça, c'est ça les parties communes spéciales. Les parties communes à jouissance privative sont d'autres types de parties communes qui sont, au final, c'est par exemple, on peut parler des balcons. Un balcon est une partie commune à jouissance privative car la dalle du balcon est la continuité de l'immeuble. Donc la dalle est commune. Néanmoins, le balcon est accessible uniquement par l'appartement d'un copropriétaire. Donc, ce copropriétaire-là possède la jouissance de ce balcon. Donc, c'est ça, les parties communes à jouissance privative. C'est commun, mais la jouissance est donnée à un copropriétaire.
Ensuite, l'état descriptif de division peut être inclus ou non dans le règlement de copropriété. Ensuite, on peut passer à la slide suivante. Donc là, nous allons voir les clauses obligatoires dans le règlement de copropriété. Donc les clauses obligatoires, c'est des clauses qui ont été dites dans l'article 8. Mais tout d'abord, on a l'origine de propriété. Alors l'origine de propriété, c'est une clause obligatoire du règlement de copro, car c'est un titre de propriété. Comme tout titre de propriété, il doit y avoir une origine de propriété qui retrace l'ensemble des mutations qu'a connu l'immeuble. Souvent, cette origine de propriété doit être, au minimum, doit remonter à 30 ans, au moins 30 ans. 30 ans, cette date, elle n'est pas anodine. C'est par rapport à la prescription acquisitive. C'est lorsque une personne agit comme étant propriétaire d'un bien alors qu'il ne l'est pas réellement, mais que personne ne le conteste pendant 30 ans et que lui, il agit de bonne foi, il peut devenir, au bout de 30 ans, propriétaire. Donc, l'origine de propriété doit retracer la propriété sur 30 ans pour savoir par rapport à cette prescription acquisitive. Et ça peut être plus long. Par exemple, si on a une copropriété qui est historique, on va dire, on peut retracer même 90 ans, 100 ans, il n'y a pas de problématique. C'est juste beaucoup plus long pour le notaire. Lorsqu'il va rédiger le règlement de copropriété, il va devoir tout reprendre. Ensuite, on a la répartition des parties communes et des parties privatives. Donc, c'est une clause obligatoire et essentielle pour savoir quelles seront les parties communes et quelles seront les parties privatives. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, pour les parties communes spéciales, il y aura écrit que les parties communes spéciales du bâtiment A sont, et toutes les parties communes du bâtiment A seront décrites dans cette répartition. Donc, au final, on sait, ça définit les droits des copropriétaires sur ce bien-là. C'est-à-dire tous les copropriétaires du bâtiment A paieront les charges du bâtiment A. Et ils le sauront grâce à la répartition des parties communes et des parties privatives. Et cela rend également opposable aux copropriétaires l'imputation et la répartition des charges, comme je vous ai dit. Mais en cas de silence, s'il n'y a pas d'énumération de toutes les parties communes, et les parties communes, ça peut être des murs ou aussi des éléments d'équipement communs. Mais en cas de silence ou contradiction des titres, on a l'article 2 et 3 de la loi du 10 juillet 65 qui nous permet d'identifier des parties communes et des parties privatives. Mais c'est uniquement en cas de silence ou de contradiction des titres. Si tout est décrit dans le règlement de copropriété, on se réfère au règlement de copropriété. La loi, c'est vraiment en cas de carence. Ensuite, on a la destination de l'immeuble. Donc la destination de l'immeuble, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment essentiel de connaître sa destination de l'immeuble car ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire dans la copropriété. Par exemple, si l'immeuble est à usage mixte, on sait qu'on peut établir des commerces. Et cette destination permet aussi de savoir, par exemple, s'il y a une clause qui interdit le Airbnb, vous n'avez pas le droit de faire du Airbnb. Et au final, si des copropriétaires veulent faire du Airbnb, il y en a plusieurs qui peuvent demander comment on fait, est-ce qu'on est obligé de suivre le règlement de copropriété ? Bien entendu, vous êtes obligé de suivre le règlement de copropriété. Si vous voulez le modifier, les modifications de la destination de l'immeuble, elles se font à la majorité de l'article 26 et c'est l'unanimité. Du coup, c'est très rare de pouvoir modifier en tout cas la destination de l'immeuble. Donc, s'il y a une clause d'interdiction du Airbnb, c'est pour ça qu'il faut savoir lire le règlement de copropriété, parce que si vous voulez faire du Airbnb et que vous n'avez pas lu le règlement de copropriété et qui interdit le Airbnb, bah vous ne pouvez pas en faire. Donc voilà, donc c'est essentiel de bien lire ces différentes clauses. Ensuite, on peut passer à la slide suivante. Ensuite, le règlement de copropriété nous permet de désigner, enfin d'essayer de bien vivre ensemble. Et nous avons également une autre clause qui permet les modalités de jouissance des parties privatives et des parties communes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les modalités de jouissance des parties privatives et communes, c'est ce qui va vous dire ce que vous pouvez faire dans les parties communes et dans vos parties privatives. Par exemple, si dans le règlement de copropriété, il y a écrit que vous pouvez faire des travaux dans vos parties privatives qu'à partir de 10 heures, vous devez suivre le règlement de copropriété. Si vous voulez planter des fleurs dans la cour qui est une partie commune et que le règlement de copropriété vous interdit de planter des fleurs, vous n'avez pas le droit de planter des fleurs dans vos parties communes. Ensuite, nous avons des clauses concernant l'administration de l'ensemble immobilier. Donc là, c'est vraiment des clauses indispensables, car au final, l'administration de l'ensemble immobilier, c'est ce qui permet à la copropriété de fonctionner. Ce sont les 3 organes de la copropriété. Donc ce sont l'Assemblée générale, le conseil syndical et le syndic. Donc tous ces organes seront décrits dans le règlement de copropriété, les modalités d'élection,
les modalités de fonctionnement de l'Assemblée générale ou du conseil syndical, le nombre de réunions qu'ils peuvent faire, etc., etc. Tout peut être décrit dans le règlement de copropriété. Enfin, nous avons comme clause obligatoire la répartition des tantièmes et des charges de copropriété. Donc la répartition des tantièmes, on en a parlé. Et la répartition des charges de copropriété, c'est ce que les charges sont tout d'abord les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. Et nous avons deux types de charges, comme nous avons dit tout à l'heure. Les charges communes générales, donc là qui sont des charges qui sont liées à la quote-part et au tantième des copropriétaires. Et les charges particulières, qui sont souvent des charges d'éléments d'équipement, par exemple comme un ascenseur. Et là, le critère que l'on fixe, c'est ce qui a été dit, c'est l'utilité objective. Donc, par exemple, si vous avez un appartement qui est au 15e étage, vous paierez plus de charges d'ascenseur qu'une personne qui a un appartement au 2e étage. Juste, tu pourrais nous donner les critères très sommairement pour le calcul des charges d'ascenseur et de chauffage, brièvement? Tout à fait. Alors l'utilité objective, ça dépend, elle varie et la méthodologie varie en fonction de l'équipement. L'ascenseur, c'est assez bien encadré et tous les professionnels et toutes nos corporations font à peu près la même chose, hein, parce qu'il y a plusieurs grimoires de calcul. On utilise un mot, mais les coefficients, il y a alors des géomètres experts qui en ont, peut-être les notaires qui en ont un autre, des avocats autres. Donc il n'y a pas de coefficients légaux, hein, il y a un mot, et puis on essaye d'être en osmose. Sur les charges d'ascenseur, effectivement, il y a un critère d'étage, on comprend, tu l'as très bien dit. On a l'utilité de l'ascenseur un peu plus si on est aux étages plus élevés qu'au premier étage. Donc on augmente généralement de 17% par niveau. Hein, on prend la surface, on multiplie par un coefficient de 17%. Donc un appartement au 6e étage peut avoir, pour une même superficie, 2 fois plus de quote-part de charge d'ascenseur qu'un appartement au premier étage. Et c'est normal. Hein. On arrive à voir que la clé est illégale quand à tous les étages, tout le monde a la même chose, a la même note 10. Hein, c'est super. Là, c'est qu'effectivement, le critère d'utilité objective n'a pas été mis en place. Outre ça, il y a la superficie qui nous donne le coefficient d'occupation. Donc nous, géomètres experts, on adore être sur la superficie. Avocats et notaires font par nombre de pièces ou par nombre de personnes par fourchette de surface. Donc il n'y a pas de méthode précise. Hein. 20 mètres carrés, 4 personnes, 15 mètres carrés de plus, une personne supplémentaire. On a un nombre de personnes et on multiplie par ce coefficient d'étage. Ça peut être une autre règle de calcul. Superficie ou nombre d'occupants par groupe de superficie. Dernier élément qu'il va prendre en compte, c'est l'affectation du lot. On le comprend très bien. Je suis au 3e étage, j'ai un appartement. Je le transforme en cabinet de yogi. Hein, c'est à la mode. Et forcément, l'ascenseur, on sent que toutes les demi-heures, il va y avoir 2, 3, 4, 10 personnes qui vont appuyer sur le bouton d'ascenseur. Je le transforme en local commercial. Airbnb sont apparentés pour les faux Airbnb. On est bien dans le local commercial. Mais allons fort. Je crée un franc prix au 3e étage. Ouh, là, l'ascenseur, effectivement, ça va chauffer. Donc, nous, chez les géomètres experts, effectivement, habitation 1, local professionnel x2, local commercial x3. On ne sait pas quelle va être l'activité. J'aurai un cabinet de géomètre expert, personne ne va voir le géomètre expert. Mais effectivement, local professionnel, on va le mettre, c'est comme un kiné. Et on ne peut pas avoir l'affectation très sensible par rapport à l'activité. Hein. On raisonne sur des cotes-parts sur des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Donc on essaye d'avoir des grands ratios comme ça. Hein. Donc coefficient d'étage, coefficient de fréquentation. Important. Et pareil, coefficient de fréquentation en sous-sol. Mon ascenseur va en infrastructure, superstructure. J'ai mes coefficients d'étage. La cave. L'ordre des géomètres experts a décidé qu'on n'y va qu'une fois tous les 3 jours, chercher sa bouteille de vin et sa boîte de raviolis. Pas tous les jours. Donc, coefficient de pondération de 0,3. La voiture, un place de stationnement, peut-être 0,5. Donc voilà, hein, c'est bien la fréquentation qui est liée à ces éléments-là. Okay. Ça, c'est pour le chauffage, d'autres critères. Il existe 10-15 méthodes. Le juge a dit elles sont toutes légales. Ça nous fait une belle jambe. Dans la clarté il y en a une qui est encadrée par il y en a une qui est officielle, c'est les compteurs individuels de chauffage. Bon, il faut que ça marche, mais normalement, c'est ce qui doit être prégnant. Si on n'a pas ça, la jurisprudence dit la meilleure méthode, celle qui ne change jamais, c'est le volume chauffé. J'ai beau changer mon appartement plein de fois, le volume reste le même pour le milliard d'années, donc je fais au volume chauffé. Mais il y a dans les vieux règlements antérieurs à 65, on voyait calcul en fonction du nombre de radiateurs, surface de chauffe, la surface des radiateurs. Le juge a dit ouais, c'est légal, c'est l'utilité objective. Sauf que le radiateur est privatif, donc si je change mon radiateur, c'est pas 150 €. Un radiateur, généralement, c'est mis dans les parties privatives, ça nous laisse un peu de liberté dans son appartement. Mais le changer, c'est pas 150 € chez Casto, c'est 4 000 € parce que frais de géomètre expert pour recalculer la grille et du notaire derrière. Donc les gens font ça au mois d'août, la nuit, effectivement. Comme ça, on ne voit pas un radiateur changer. Et c'est des critères qui, quand ils sont inscrits dans le règlement de copropriété,
sont officiels, c'est contractuel. Je veux le changer pour aller au volume chauffé ou dont la jurisprudence l'a consacré. Unanimité. C'est inscrit dans le règlement vaut contrat. Cette méthode n'est pas la meilleure, mais l'utilité objective est encadrée, oui, pourquoi pas. Donc des fois, quand on a une méthode un peu bancale, on la subit. Et pour la changer, on vient souvent nous voir pour réviser des tantièmes de charge de chauffage. On regarde la méthodologie et on dit si on passe au volume, c'est l'unanimité. Si vous ne l'avez pas, n'allez pas demander à un professionnel de faire l'opération. Donc ensuite, on peut passer à l'opposabilité du règlement de copropriété. Comme tu viens très bien de le dire, le règlement de copropriété est un contrat. Donc, il est opposable à tous les copropriétaires, car vous avez acheté votre bien immobilier et donc vous avez accepté ce contrat. Et c'est également opposable à leurs ayants cause universelle ou à titre universel, par exemple des héritiers. Le règlement de copropriété leur sera également opposable. Le règlement de copropriété s'applique uniquement dans les rapports entre les copropriétaires et non dans les rapports entre les tiers et les copropriétaires. Le règlement de copropriété doit être publié afin qu'il soit rendu opposable aux ayants cause à titre particulier. Donc par exemple des locataires, des légataires à titre particulier. Et la publication, elle se fait uniquement par le biais du notaire qui va le publier. Donc c'est pour ça que le règlement de copropriété passe par le notaire et je vais laisser... Oui, juste un mot pour que chacun ait les idées claires là-dessus. Quand vous avez un acquéreur, une personne qui a se porté acquéreur d'un appartement, au moment de la promesse de vente, on doit lui notifier le règlement de copropriété avec tous les modificatifs subséquents depuis la loi Allure. Ce n'était pas le cas avant. Mais cette notification n'a pas pour effet de lui rendre opposable des modificatifs qui n'auraient pas été publiés. Dans l'acte de vente, dans la promesse et dans l'acte de vente, vous allez avoir donc la mention du règlement originel et de ses modificatifs, mais néanmoins, pour assurer la publication, en fait, le notaire, dans ses modificatifs, quand il va instruire le dossier, il va donc solliciter auprès du service de la publicité foncière un état hypothécaire qui va reprendre le règlement et les modificatifs publiés. C'est ça toute la difficulté. Donc s'il y a eu un modificatif ou cas assez typique, une grille de charge votée en AG mais non publiée, elle ne sera pas opposable à l'acquéreur, sauf, vous avez un article dans le décret de 67 qui le prévoit, sauf à ce que l'acquéreur ait eu expressément connaissance de cette modification non publiée et qu'il l'ait acceptée formellement dans l'acte de vente, ce qui, en pratique, est quand même très très rare. Donc l'impératif quand même de bien publier absolument tous les modificatifs qui interviennent, sinon, au bout d'un certain temps, ils ne seront plus opposables. Oui, ça, tous les professionnels qui travaillent. Sur des copropriétés, effectivement, on fait ça. On commande la fiche hypothécaire, on a les actes officiels. Le syndic nous donne des pratiques faites en copropriété, officieuses peut-être, sur des grilles. Si elle n'est pas dans la checklist de l'acte officiel, votre grille, on la supprime. Beaucoup pour les ascenseurs, effectivement, où pas mal d'ascenseurs sont arrivés dans les années 70, et pas mal de grilles, on l'a voté en AG, on a oublié de la publier aux hypothèques. Elle n'est pas valable au prochain copropriétaire qui rentre dans la copropriété s'il n'a pas eu l'information inscrite lors de la promesse de vente. Donc en gros, beaucoup de grilles d'ascenseurs sont illégales ou officieuses. Elles sont en pratique, mais elles demandent à être republiées et recalculées d'une certaine façon. Donc enfin, on va passer aux sanctions en cas de non-respect du règlement de copropriété. Donc le règlement de copropriété est un contrat, donc l'action en justice se fonde sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Et étant donné que ce contrat il est souvent établi par acte authentique, on n'a pas besoin de prouver la preuve d'un préjudice, car c'est un acte authentique, donc il a force de preuve et la même force qu'un jugement. Donc on n'a pas besoin de prouver le préjudice à partir du moment où on ne respecte pas le règlement de copropriété. On peut subir l'action en justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Qui peut agir concernant cette action? Alors le syndicat des copropriétaires peut agir, mais aussi un copropriétaire individuellement. Donc tout le monde peut agir en action en justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle en cas de non-respect du règlement de copropriété. Les sanctions sont prévues à l'article 1217 du Code civil. Donc il faut l'obtention d'un jugement.
Et le jugement peut obliger à respecter les dispositions du règlement de copropriété. Il peut également dire aux copropriétaires de réparer les conséquences de la mauvaise exécution des dispositions du règlement de copropriété. Et il peut également il peut y avoir des dommages d'intérêt sur le copropriétaire qui n'a pas respecté le règlement de copropriété. Donc là, on a fait vraiment l'introduction concernant le règlement de copropriété, qu'est-ce que c'était, les clauses obligatoires. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment bien lire ce règlement, car il est indispensable et c'est vraiment la vie que vous allez devoir... Enfin, c'est votre mode de vie que vous devez avoir dans la copropriété, donc c'est essentiel de le lire, même si c'est un peu long, un document long. Il vous donne toutes les informations, vous trouvez tout dans le règlement de copropriété. Et le règlement de copropriété n'a pas de date de péremption. Néanmoins, comme il y a eu énormément d'évolutions législatives et aussi des évolutions au niveau de la technologie, il va falloir le mettre à jour ou adapter le règlement de copropriété. Et c'est le sujet principal de la conférence. Donc je vais laisser mes collègues, des super juristes de l'ARC, vous raconter tout cela. Merci Corentin pour cette transition. Donc effectivement, donc on va articuler notre propos à la fois donc, autour de l'adaptation, qui est quelque chose de proprement juridique, et de la mise en conformité, donc là, qui est liée à la loi Elan et à la loi 3DS, qui est intervenue ensuite postérieurement en 2022. Donc ça sera plus la partie de mon collègue Emmanuel et de monsieur Ouvnagel, parce que voilà, c'est la partie par excellence qui concerne les parties communes spéciales, parties communes à jouissance exclusive et lots transitoires, dont on parlera quasiment pas ou pas du tout des lots transitoires, mais voilà, c'est ça la partie plus géomètre. Donc pour en revenir à la question de l'adaptation, donc ça a été cette notion d'adaptation, elle a été introduite par la loi SRU de 2000, qui alors vous allez voir, ça va vous rappeler le déroulé de cette loi, et des lois postérieures vont vous rappeler certaines actualités concernant potentiellement le diagnostic de performance énergétique, avec d'éventuels reports de calendrier qui seraient à l'étude ou d'éventuels amendements. Donc en 2000 en tout cas, il y a eu, donc le législateur en fait a laissé 5 années aux copropriétés, aux syndicats de copropriétaires, pour adapter leur règlement avec les modifications législatives qui sont intervenues postérieurement. Donc typiquement entre leur date de règlement et à l'époque donc l'année 2000. Voilà. Ensuite, ce délai de 5 ans a été à nouveau allongé, porté à 8 ans par la loi donc dite ENL, Engagement national pour le logement, en 2006. Et puis, finalement, on a supprimé toute contrainte de durée. On a pérennisé en fait ce dispositif, cette possibilité d'adaptation, avec ensuite sur la diapositive suivante, on a introduit, donc on a supprimé l'article initial 49 et on a rapatrié ces dispositions dans l'article 24 2F, dit 24F par simplicité, qui nous dit que en fait peuvent être votés à la majorité donc, de l'article 24, donc la majorité la plus faible, la plus facile à obtenir, par dérogation à l'article 26, à la double majorité de l'article 26, qui doit être habituellement utilisée pour les modifications du règlement de copropriété. Donc là, on a l'idée, c'est de, à nouveau, pouvoir facilement faire voter en AG des modifications de règlement de copropriété dont l'objet est de supprimer, de modifier des clauses qui ne sont plus valables, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, qui ne correspondent plus à l'état actuel de la loi de 65 et des nombreuses réformes dont elle a fait l'objet. Donc l'exemple type, c'est la détermination des règles de majorité. Il faut savoir que qui ont évolué avec le temps, le sens entre guillemets des réformes étant d'aller de plus en plus vers un abaissement des seuils de majorité pour faciliter les prises de décision. En fait, pourquoi cette nécessité d'adaptation, c'est parce que en principe, comme ça a été dit, le règlement il est opposable aux copropriétaires et
même si les dispositions de ce règlement ne sont plus conformes aux dispositions d'ordre public de la loi de 65 et du décret de 67, elles doivent malgré tout, elles doivent théoriquement être appliquées jusqu'à ce que ces clauses aient été supprimées, modifiées ou réputées non écrites. On verra cette notion-là un peu plus en détail tout à l'heure, ou réputées non écrites soit par l'Assemblée générale, soit par le juge. Et donc, en pratique, on se retrouve dans une situation où, pour les copropriétés un petit peu anciennes, vous avez souvent des règles de majorité qui ne sont plus du tout valables et qui devraient normalement être appliquées. Enfin, tant que le règlement n'a pas été modifié, on devrait s'en tenir aux règles contenues dans le règlement. En pratique, la plupart du temps, où les syndics vont, voilà, même si ce qui est indiqué dans le règlement est obsolète, mais même si c'est opposable, ils vont néanmoins faire abstraction du règlement et puis appliquer le droit actuel tel qu'il résulte de la loi de 65. Mais c'est une situation en réalité un petit peu bancale qui pourrait être contestée par un copropriétaire, en fait, compte tenu de ce que j'ai dit et de l'application du règlement tant que la clause n'a pas été réputée non écrite ou supprimée, modifiée. Donc, d'où l'intérêt déjà de procéder à cette adaptation. Donc effectivement, alors, dans la notion d'adaptation, c'est ce qui résulte de la rédaction de l'article 24, on nous dit bien que ce sont des modifications législatives intervenues bien postérieurement à l'établissement du règlement de copropriété. On verra que, de façon générale, il y a le dispositif de l'article 43 concernant les clauses réputées non écrites qui peut venir couvrir des situations qui échapperaient au jeu de l'article 24. Donc effectivement, les cas les cas les plus typiques, donc j'en ai parlé, c'est l'évolution des majorités. Avec notamment effectivement la majorité de l'article 26 qui auparavant nécessitait d'avoir les 3/4 des voix. Aujourd'hui, c'est je rappelle simplement, c'est les 2/3 des voix, 2/3 des tantièmes et détenus par au moins une majorité de copropriétaires. Voilà, donc effectivement, comme ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que c'est pas le syndic qui peut d'autorité écarter l'application des clauses du règlement. En pratique, ça se fait souvent, mais voilà, c'est pas, ça pourrait être contesté en justice. Et alors ensuite, la grande question, c'est celle de la modification des quotes-parts de charge. Alors ça, c'est pour les règlements qui ont été adoptés donc avant 65, donc avant l'article 5, l'article 10, la mention des trois critères consistance, superficie, situation. Vous avez de nombreux règlements qui peuvent, à surface égale, affecter des tantièmes de copropriété plus importants, par exemple à un appartement qui aurait un balcon alors que les autres n'en auraient pas. Donc voilà, dans ces vieux règlements, il y a souvent un mode de calcul qui n'est pas précisé et qui est en contradiction avec les critères de la loi de 65. Donc dans cette situation-là, il est possible à la majorité de l'article 24 de faire supprimer une grille, mais la grande question, c'est de savoir si cet article 24 nous permet de procéder à une substitution de grille et du coup de l'adopter à la majorité de l'article 24 au lieu éventuellement de l'unanimité. Donc ça, cette question n'est pas encore, est encore débattue. Ce que je disais, c'est que ce que tu expliques, c'est que c'est applicable
au regard de la chronologie, c'est-à-dire que les règlements de copropriété qui ont été élaborés en application de la loi du 28 juin 1938, au niveau de la répartition donc, des charges, peuvent comporter effectivement des erreurs de calcul. Et donc là, je repasse la parole à William. Dans cette hypothèse-là, comme le règlement date d'avant 1965, on peut supprimer la grille existante à la majorité de l'article 24 en expliquant bien que, postérieurement à sa publication, la loi de 65 est venue définir pour les charges de copro des critères d'ordre public. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un vrai débat chez les professionnels. Généralement, quand on veut, nous, on est un peu plus frileux, les géomètres experts, donc on dit même quand on révise une grille antérieure à 65, on dit qu'il faut l'unanimité. C'est ce que dit un peu la loi de 65, quand la grille est figée. Et c'est le cas de l'article 12. Je parle de la loi de 65 avant de revenir en arrière. L'article 12, c'est l'article qui encadre de la loi du 10 juillet 65 la révision des tantièmes de charge, des codes-parts. On peut les réviser que dans 50 promulgations du règlement de copropriété s'il y a un écart de plus de 25%. Donc déjà, le législateur dit s'il y a un écart de tantième entre deux appartements de même surface, même situation, de 20%, la vie est belle. C'est bien calculé. Sauf quand il y a des travaux d'ITE, effectivement, où là on dit non, la vie n'est pas vraiment belle, il y a vraiment une iniquité. Mais en tout cas, le législateur a laissé cette possibilité d'avoir voilà, une marge très conséquente. Et donc, si jamais, et dans les 50 promulgations du règlement de copropriété ou de la vente du lot, qui n'a pas encore été vendu dans les 2 ans. Donc, ce qui veut dire que réviser des charges d'un règlement de 73 en 2020, je t'en dire, impossible. C'est unanimité ou pas. Sauf s'il y a des écarts extrêmement importants. On accompagne en judiciaire de 300%, il y a des erreurs de calcul. Je reviens aux propos, et pour les règlements antérieurs à 65, qui ne connaissaient pas les critères de calcul, eh ben, il y a des règlements de 1950, on en a plein sur Paris, qui sont extrêmement bien calculés, qui connaissaient tous les critères, et les critères qu'on compare de 65 sont extrêmement bien calculés, voire des règlements mieux calculés que des règlements de 2010. Donc c'est pas voilà, c'est pas les cas courants. Par contre, il y a un artifice quand on trouve effectivement que dans les critères, alors les critères de mauvais calcul, je ne rentre pas dedans parce que pour moi, on ne pourra pas bénéficier de l'adaptation. C'est un mauvais calcul, c'est lié à la personne. On est sur l'article 12, la révision. Est-ce que le mauvais calcul fait en sorte qu'il y a 20%? On dit bien ce qu'ils ne prennent pas en compte les 3 critères, superficie, consistance, situation. Donc on est dans ce cadre-là. Et en gros, il y a une clé de charge générale d'un règlement de 54 où tous les lots, je vous l'avais dit, ont la même quote-part du rez-de-chaussée au 7e étage. C'est Jacques Martin, tout le monde a 10, super. Bon, bah là, c'est très clair, le coefficient de situation, l'étage, qu'on augmente ou qu'on diminue avec ascenseur ou pas, il est frappant qu'il n'a pas été pris en compte. Cette clé pourrait être déclarée nulle et non écrite, on pourrait effectivement certainement l'adapter à l'article 24. Nous, on dit toujours unanimité, et c'est les avocats qui nous servent bien, les avocats qui font un petit audit et qui disent je vais écrire les résolutions, et moi je vous l'assume, ma résolution, je vais l'écrire à l'article 24 par courrier d'avocat, parce qu'on sait que si on part en judiciaire, le juge l'appliquera. Donc ça dépend effectivement du courage du professionnel qui vous accompagne et de l'avocat des résolutions, mais classiquement, quand on arrive à exprimer qu'on n'a pas pris le coefficient de situation ou de consistance, les caves sont calculées pareil qu'un appartement, au code-part par mètre carré. Consistance de situation n'a pas pris en compte. Une grande disparité de hauteur sous plafond, et pourtant les coefficients, c'est pareil au code-part de mètre carré. Donc on voit qu'on n'a pas pris en compte ces consistances et situations, et là on pourrait éventuellement rentrer dans le cadre d'une révision des charges, pas à l'unanimité ou dans le cadre de l'article 12, mais de le réviser dans le cadre de la mise en conformité ou l'adaptation à l'article 24F, dire ils ne connaissaient pas les règles, donc on peut les recalculer. Merci pour ces précisions. Effectivement, ça va dépendre, comme le disait très bien William, ça va dépendre un peu aussi de chaque praticien, et aussi de la situation, du contexte en fait dans lequel vous vous trouvez, si c'est plus ou moins conflictuel, s'il y a une sorte de consensus pour modifier cette grille, ou consensus relatif, en tout cas, voilà, c'est... Mais ça ne veut pas dire qu'en période 58, où j'ai pas une clarté, donc on n'a pas utilisé les coefficients, je peux le réviser à l'article 24, où on vient souvent de nous voir, on dit c'est dangereux. Dans la contestation, le juge verra si jamais on dévoie l'article 12 de la loi du 10 juillet 65 pour un mauvais calcul et pas une non prise en compte d'un des 3 critères. Oui, simplement, oui, pour cette question-là, c'est que c'est vraiment... en fait, il y a eu simplement une
une commission qui existait avant, commission relative à la copropriété, qui avait énoncé une recommandation là-dessus sur la façon, les cas dans lesquels on pouvait corriger, considérer que la répartition n'était pas conforme à la loi de 65. Et je vais vous lire vraiment la phrase, les expressions utilisées. Donc on nous dit que c'est l'objet, quand les contestations portent seulement sur le quantum des quotes-parts, donc vraiment sur la valeur indiquée, et non... Donc, quand on conteste cela et pas le critère légal lui-même, en fait, on nous dit que les erreurs de calcul, ça ne constitue pas une violation des principes légaux de l'article 10. Voilà. On est sur l'article 12, les 50 promulgations du règlement de copropriété ou 2 ans de la vente du dernier lot. Et donc, c'est l'unanimité si on n'a pas ça. Et vu que l'écart est de 25%, vous avez un écart de 40% 30 ans après, le juge va dire, bah non, on est un peu dans cette zone, où 300% c'est beaucoup. Donc des fois, c'est des calculs qu'on fait, on paye, des fois on demande une révision, on ne sait pas où on va aller, et on fait des écarts. On est à 15-18%, on a payé ça pour rien, mais vous savez que c'est bien calculé, que c'est inattaquable. Ça permet des fois de s'affranchir d'une contrainte d'engager des travaux parce que j'ai une suspicion, une parano que je paye plus ou moins, donc de clarifier ça. Donc ça peut être souhaitable ou pas, en fonction effectivement de... Alors... Il y avait donc la question de la possibilité en dehors du jeu de l'article 24F, donc le mécanisme qui est ouvert par l'article 43 de la loi de 65. Je crois que c'est sur les diapositives suivantes. J'ai sauté quelques paragraphes, c'est encore celle d'après. Voilà, merci. Donc, vous avez l'article 43 en fait qui vous dit, qui est très important en réalité, qui va vous énoncer quelles sont les dispositions dans la loi de 65 qui sont d'ordre public et donc auxquelles on ne peut pas déroger dans le règlement de copropriété. Et donc typiquement vous avez, donc vous voyez que c'est très très large, que c'est la majorité de la loi de 65 qui est d'ordre public. Donc vous avez notamment l'article 1er, 6 à 37, 41 à 42, voilà. Donc évidemment ça couvre les règles de majorité auxquelles on ne peut pas déroger, ça couvre le critère de l'utilité objective, voilà, les pouvoirs du syndic, le rôle du syndic, les pouvoirs du conseil syndical, tout cela on ne peut pas y déroger expressément dans le règlement de copropriété. On pourra simplement apporter des précisions là où la loi est muette. Notamment pour une question qu'on a régulièrement, c'est concernant le fonctionnement du conseil syndical. Là, c'est plutôt opportun d'apporter des précisions par rapport à la loi qui est très très peu diserte à ce sujet-là. Donc, alors, oui, donc cette procédure pour réputer non écrit, pour réputer une clause non écrite, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, ça peut être fait donc par l'intermédiaire de la saisine du juge. Il faut savoir que le juge doit être saisi spécifiquement sur ce point-là, parce que si simplement vous avez un litige que vous portez en justice en contestation d'une assemblée générale, etc., mais que vous ne pointez pas directement l'attention du juge sur le fait que telle clause ne devrait plus recevoir application, le juge lui-même sera tenu de l'appliquer. Il ne peut pas écarter d'office la clause si on ne lui demande pas. Ça a été, c'est une jurisprudence bien établie aujourd'hui. Donc voilà, après ça c'est au niveau les avocats le savent en principe et ils n'oublient pas ce point-là. Mais sinon ça peut être tout à fait problématique. Et puis la jurisprudence également a reconnu aux copropriétaires réunis en assemblée générale la possibilité eux-mêmes de réputer non écrites certaines clauses. Alors, dans cette situation-là, à la majorité de l'article 24, en principe, d'après aussi la doctrine, donc la majorité la plus faible qui soit. Et alors, dans ces hypothèses-là, c'est quand même bien, plus généralement, de faire un travail plus global sur l'ensemble du règlement de copropriété. Donc là, on en arrive plus concrètement à la procédure d'adaptation, qui est une procédure en plusieurs étapes, qui est dans les diapositives précédentes. Là, vous allez voir, alors, il y a une
une coquille. Alors, je crois que c'est avant celle-ci. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est celle-ci. Vous allez voir qu'en fait, il y a ce qui est indiqué là. Je vais apporter une précision parce qu'il y a un raccourci qui a été fait, mais voilà, que je vais corriger. Donc, d'abord, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait déjà, nous ont contactés déjà à ce sujet-là. Donc, d'abord, ça nécessite de réaliser avant le moindre vote en assemblée générale, en tout cas quand c'est à l'initiative du conseil syndical, il faut donc réaliser un audit du règlement qui peut être fait donc par un notaire, par un avocat ou par une personne spécialisée en droit de la copropriété. Donc cet audit, nous on considère d'après l'article 27 du décret de 67 qu'il est possible pour le conseil syndical de le faire réaliser lui-même de sa propre initiative. On a eu aussi pas mal de cas où c'était le syndic qui imposait cet audit, qu'il faisait faire de lui-même, qu'il facturait à la copropriété sans concertation préalable. Nous, dans cette hypothèse-là, on considérait que que le syndic n'en avait pas la possibilité. Donc, admettons, là, on se trouve dans l'hypothèse où c'est le conseil syndical qui décide de prendre les choses en main, qui mandate un avocat. L'avocat donc il faudra lui transmettre le règlement et tous ses modificatifs. Il va donc analyser ces documents, il va voir quelles sont les clauses qui sont conformes, qui sont obsolètes. Il traitera également éventuellement d'éventuels... il regardera s'il y a lieu aussi par rapport à la loi Elan. Je ne m'avance pas trop sur le sujet qui sera évoqué tout à l'heure, mais il regardera tout ce qui concerne partie commune spéciale et puis partie commune à jouissance exclusive. Et il va faire une sorte de diagnostic. Il vous dira si, selon lui, c'est pertinent ou pas de faire une adaptation. Et ensuite, il va... à partir de ce moment-là, il faudra demander à l'avocat ou au notaire un devis, cette fois, pour qu'il rédige l'acte, à proprement parler, un acte modificatif venant se substituer aux dispositions obsolètes. Donc ce devis, cette fois, il doit être approuvé en assemblée générale. Donc une fois cette approbation obtenue, le notaire, l'avocat fait son travail et va concrètement soumettre un projet de modificatif qui lui-même devra, une fois ce projet établi, devra être approuvé en assemblée générale. Donc là, ce n'est pas une procédure en 2 étapes, en réalité c'est une procédure en 3 étapes avec un audit préalable et ensuite un projet de modification et l'entérinement, l'acceptation du modificatif et ce qu'on relevait tout à l'heure, le besoin impératif de publier ce modificatif, de faire publier par un notaire auprès du service de la publicité foncière. Et puis oui, une précision, cette adaptation, ces modifications, elles peuvent être aussi l'occasion de faire un travail plus général, je ne sais pas, par exemple sur les lots qui auraient été matériellement regroupés, donc faire comme pour entre guillemets rentabiliser un petit peu le coût de publication, le coût du notaire. Ça peut être l'occasion de profiter pour intégrer d'autres choses, par exemple régulariser une annexion de partie commune. Ce sont des choses qui arrivent assez souvent. Et donc là, il a été admis par la Cour de cassation qu'on pouvait faire un vote global à la majorité de l'article 26 sur l'ensemble sur le modificatif dans son intégralité. Alors c'est un point, alors peut-être juste très rapidement, parce qu'après à la fin on va réserver un temps pour les questions-réponses. Pour le coup, vous avez donc plusieurs intervenants et pour ce qui concerne la partie proprement notariale, ça va se décomposer schématiquement en de 2 façons. Vous avez à la fois le coût de publication près du service de la publicité foncière, donc ça c'est un droit fixe normalement de 125 € et une part de 125 plus, ça c'est le droit fixe, et vous avez également ce qu'on appelle la contribution de sécurité immobilière
qu'il a est de 15 €. Et donc ça, c'est des impôts en réalité. Et vous avez donc en complément la partie plus importante qui correspond aux honoraires du notaire. Donc là, les honoraires, il n'y a pas de... ça va dépendre du travail fourni, de l'ampleur des modifications, etc. Si le travail en fait a déjà été réalisé en bonne partie par le géomètre ou par l'avocat, le notaire en principe peut pas forcément vous demander des sommes très importantes, mais il est vrai que le notaire il est responsable des actes qu'il publie. Donc si c'est pas lui qui a rédigé le modificatif, il va quand même devoir, au minimum, il ne peut pas publier les yeux fermés et se défaire de toute responsabilité. C'est pas une chambre d'enregistrement et donc il devra quand même, au minimum, vérifier que le contenu même du modificatif voilà, est valable et n'est pas sujet à contestation. Donc, voilà, pour cette partie-là, ça va vraiment dépendre. Là-dessus, il faut essayer de faire jouer entre guillemets un peu la concurrence entre les styles notariales pour voir lequel notaire peut vous proposer un tarif plus intéressant. Ça peut être ça peut être de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment en fonction de chaque espèce. Alors je ne vais pas plus prendre de questions parce qu'après sinon on va trop déborder. Et il reste la partie sur la réforme apportée par la loi Elan 2018. Donc je laisse la parole à mon collègue Emmanuel. Oui. Alors donc, la diapo, je pense qu'elle va arriver. Non, ça doit être... C'est après. Là. Voilà. Alors, donc là, c'est la deuxième partie sur la mise en conformité des règlements de copropriété. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi Elan, dont on parlera après, enfin, dont vous aurez un extrait, je crois, après, en fait, elle a été adoptée dans un souci de codification de deux jurisprudences qui sont nées, en fait, dans les années 2000, à propos du problème de la concordance entre ce qu'on appelle les parties communes spéciales et les charges spéciales. Alors, il faut savoir que dans le cadre de la loi de 65, il était possible de créer ce qu'on appelait des charges spéciales d'entretien sans que les personnes appelées à les supporter aient, comme on l'a évoqué au début de la conférence, une quote-part de parties communes. Alors, pour résumer, l'enjeu était exclusivement focalisé sur les lots du rez-de-chaussée qui se voyaient très majoritairement exonérés de toute contribution aux frais d'entretien de la cage d'escalier, alors en prétextant qu'ils n'en avaient pas l'usage. Bon, sauf que poser cette règle revient à nier le fait que la cage d'escalier, comme vous l'expliquait William, à propos d'autres parties communes, est une propriété indivise et forcée. Donc les tribunaux ont commencé à dégager des critères de plus en plus fantaisistes, consistant à poser en postulat que si un local commercial n'avait aucun accès sur le palier, avait une boîte aux lettres distincte de la batterie de boîte aux lettres dans le hall d'entrée, il n'avait pas à payer. Bon. Donc c'était un troisième critère créé par les juges entre la contribution aux charges communes dite générale liée exclusivement à la détention d'un lot et donc d'une quote-part indivise, et le critère de l'utilité dite objective lié à la potentialité d'usage qu'on en a. Donc la Cour de cassation est venue dire dans les années 2000, on arrête les frais. Si vous voulez expressément exonérer certains copropriétaires de toute contribution à la catégorie des charges communes générales qui regroupent les dépenses d'entretien, de conservation et d'administration, vous devez impérativement créer des charges communes dites spéciales. Et on ne peut en fait spécialiser des charges qu'au titre des charges dites d'entretien et de conservation. Donc la loi Elan, dont on parlera brièvement après, est venue édicter en principe qu'il fallait qu'il y ait une concordance entre les parties communes spéciales et les charges communes spéciales. L'article 6-2 le dit. Donc cette loi Elan, elle date du mois de novembre 2018 et elle donnait initialement un délai de 3 années. Bon. Donc il y a eu tout un débat auquel William a participé
de manière très variée, au travers de contributions à l'ARC ou ailleurs, par rapport en fait à ce que la loi dictait. Donc la loi vous dit la création de parties communes spéciales est indissociable de celle de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une situation qui, en pratique, se traduit par un cas très rare, et là je vais demander à William s'il l'a déjà rencontré, c'est que la plupart des copropriétés comportant plusieurs bâtiments ont des charges spéciales d'entretien et de conservation. Elles n'ont que très peu de parties communes spéciales. Donc est-ce que tu as déjà, toi, rencontré ce cas de figure ? Énormément. Ouais. C'est même beaucoup de demandes de consultation à l'ARC. Plusieurs bâtiments, tout est en partie commune générale. Il y a des charges spéciales où on voudrait en créer pour dissocier d'eux. Est-ce qu'on peut Donc beaucoup de cas à ce niveau-là. Et forcément, nous, on met en avant d'abord la propriété. Ce n'est pas les charges qui dictent la propriété, c'est l'inverse. C'est la propriété qui dicte les charges. La propriété sacrée est inviolable. C'est l'article 17 de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est notre base à tous. Absolument. Donc effectivement, ce n'est pas les charges qui emmènent à la création de la propriété, c'est l'inverse. C'est la propriété, partie commune générale qui appartient à l'ensemble du syndicat, spécial à un groupe du syndicat. Donc c'est comme les poupées russes. Voilà. On peut avoir différents types de propriétés. Et pour les créer, c'est l'unanimité. Oui, on change le règlement de copropriété, la définition des parties communes. La propriété indivise, c'est bien le règlement qui l'édicte. Dans la partie règlement de copropriété, définition des parties communes. Donc si tout est en partie commune générale, tout, le tréfonds, le ciel, les bâtiments, les fondations, c'est ce qu'on voit effectivement. Il n'y a pas de distinction sur une propriété d'un groupe du syndicat, tout est en général. Et qu'on a des charges spécialisées par bâtiment, effectivement, ces charges, ces clés de répartition seraient illicites, même si le syndicat souhaite les garder. Donc, autant pas faire d'adaptation dans ces cas-là et garder cette illicité. Et comme tu disais très bien, le syndic est obligé de jouer avec les éléments du règlement de copropriété, donc ces charges spécialisées, mais on serait en droit de supprimer les charges spécialisées. Si on veut créer maintenant des parties communes spéciales, alors que tout est en général, deux autres options. Le coup de baguette magique qui est mis ici, c'est la dernière phrase, le vote à l'unanimité. Oui, on est en train de changer la propriété qui appartient à tout le monde, à un groupe. Donc c'est vraiment un transfert de propriété, même si cette unanimité, moi, je ne l'aime pas trop. Mais en tout cas, coup de baguette magique, on change le règlement et on différencie. On est en train de mettre en place ce type d'action en ce moment même avec des avocats référents sur la copropriété en France. Là, on est en plein dedans. Et pour le faire, on peut éviter l'unanimité pour partir à l'article 26. C'est les actes de disposition. Donc c'est la double majorité et bénéficier potentiellement de la passerelle en vendant. On crée un lot, je suis en train de le faire là, et dans les deux sens différentes. En partie commune générale, je crée un lot sur les parties communes générales que je vais vendre. Il y aura une vente du syndicat à un groupe du syndicat. Il y a bien un transfert de la propriété et une mutation, et il n'y a que comme ça, avec un prix. Et oui, l'euro symbolique est illégal, mais il faut trouver un prix, un juste prix. Et ça nous permet de transformer des parties communes générales en spéciales. Alors il faut se mettre dans l'abscon. J'ai 3 bâtiments, tout est en partie commune générale. Je te vends le syndicat, l'ensemble des 3 bâtiments vend au propriétaire du bâtiment en fond de cours, il le sait, le couloir, les loges, etc. Mais la structure, les planchers, les fondations, la toiture, je te vends ces parties communes qui sont générales en spécial, je fais la vente du syndicat à un groupe du syndicat. Ça permet de les créer et de s'affranchir de l'unanimité. Et vu qu'il y a mutation et il y a vente, il me paraît encore plus propre de passer par un acte de mutation, donc un allotissement de ces parties communes. C'est la seule manière de les vendre. J'allotis, je mets des codes-parts de propriété puis de charge et je réalise la vente. Donc c'est la méthode pour s'affranchir de l'unanimité et pouvoir... Oui, et ça peut aller de parties communes spéciales en général, général en spécial. Alors là, il faut savoir qu'en fait, on en a parlé avec mon collègue Pierre et Corentin, c'est que le règlement de copropriété, donc l'article 24F dont vous a parlé Pierre, parle des adaptations rendues nécessaires par des modifications législatives ou réglementaires publiées depuis l'établissement du RCP. Donc, tous les règlements de copropriété d'avant 2022, donc la loi 3DS dont vous avez vu l'article 89 sur la précédente diapo, donc l'article 89 de la loi 3DS pérennise donc l'obligation du syndic pour tous les règlements antérieurs à 2022 de poser
Donc la question de la mise en conformité du règlement, donc au regard des parties communes spéciales et charges spéciales, droits de jouissance dont on parlera brièvement pour vous laisser un peu de temps pour les questions, et le lot transitoire dont on ne parlera pas parce que c'est quand même assez complexe. Bon, donc adaptation rendue nécessaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des règlements d'avant 2022, au regard donc de l'article 6-2 qui vous dit que la création de parties communes spéciales est indissociable de celle de l'établissement des charges spéciales à chacune d'elles, dans un sens littéral, j'ai un règlement qui date de 2021. Si je le mets en conformité en octobre 2024, je peux me dire, est-ce que je ne peux pas utiliser l'article 24F pour mettre en concordance les charges et les parties communes? Alors, on a interrogé un avocat référent qui était, pour ceux qui ont assisté précédemment à la conférence Maître Dino, bon, et il m'a dit que lui le faisait. Alors, c'est très périlleux parce que c'est un coût à subir un contentieux. Bon, lui maintient que comme vous êtes en présence d'une pluralité de bâtiments, personne n'a envie d'aller payer les dépenses d'entretien du bâtiment riverain. Bon, mais ça reste très, très risqué d'utiliser cet article 24-F, notamment par rapport à ce que vous a dit William sur le caractère quand même ultra protégé au niveau constitutionnel notamment du droit de propriété. Donc c'est une solution de substitution plus juridique que celle que vous a évoquée William, mais dont il faut se méfier quand même grandement vu le risque de contentieux. Donc on va terminer avec le dernier slide. Donc, pardon, l'autre point, donc le droit de jouissance à titre exclusif. Bon, pourquoi ça a été rendu obligatoire d'insérer cet article 6-3, c'est tout simplement parce que les tribunaux, donc je ne vous expliquerai pas pourquoi, ont commencé à considérer que le droit de jouissance n'était pas assimilable à un droit de propriété. Droit de propriété, vous avez 3 composantes, ce qu'on appelle l'usus, le fructus, l'abusus. Et donc les tribunaux ont dit, bon, si tu n'as qu'un droit de jouissance sur un jardin ou une terrasse, tu n'as pas la pleine propriété de l'étanchéité et tu n'as pas la pleine propriété du sol. Donc, on a eu des arrêts qui ont commencé à annuler des lots composés exclusivement d'un droit de jouissance en disant c'est pas possible parce qu'il n'est pas éligible en un lot. D'où la modification apportée par la loi Elan, article 6-3. Donc, les parties communes à jouissance privative sont des parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusive d'un lot. Le droit de jouissance privatif est nécessairement accessoire au lot. Donc William a dû possiblement déjà faire des suppressions, non, de lots, oui. Alors, de lots érigés, on simplement en droit de jouissance. Voilà. J'aime pas trop supprimer les lots parce que je considère que c'est le rédacteur qui a mal défini, ça a dû être une partie privative et qu'il s'est gouré. Et souvent, c'est sur les parties extérieures. Beaucoup de rédacteurs, il y a très longtemps, disaient je ne peux pas lotir un jardin, donc je mets une jouissance. Alors que si, un jardin peut être une partie privative. Il n'y a aucun souci. Il y a un revêtement superficiel, mais il n'y a pas de souci. Donc c'est plutôt la méconnaissance du rédacteur de l'époque et surtout que le lot a été vendu. Donc il y a bien eu des mutations sur une propriété qui ont dit c'est plus une propriété. Mais pendant 40 ans, ça l'était. Puis tu as payé des charges, tu as payé... agi en vote, tu as peut-être même eu de l'argent par des ventes de parties communes grâce à ce qui n'est pas une propriété, mais voilà. Donc là, il y a un débat. Nous, on a tendance à figer le lot en partie privative. Par contre, on peut créer des jouissances privatives, on peut en supprimer en règlement de copropriété, c'est un modificatif, ou en créer. C'est un modificatif aussi. J'ai un appartement, je veux la jouissance privative du jardin. On est dans ce cadre-là. C'est l'article 26, c'est encore des actes de disposition. Il peut y avoir vente ou pas. Donc l'émolument pécunier n'est pas forcément en avant par rapport à une vente. Un jardin privatif, c'est à moi. Je peux l'utiliser et je peux le transformer. Une partie commune en jouissance privative, je peux l'utiliser, je ne peux pas la transformer. C'est la différence, si je veux faire quelque chose de simpliste, la différence entre les deux, j'ai le droit d'en jouir. C'est un beau jardin, il y a du gazon, j'adore le béton, je voulais faire une dalle bétonnée, c'est en jouissance privative, je n'ai pas le droit. Je demande à l'Assemblée Générale, travaux sur partie commune à la charge d'un copropriétaire, article 25, ça, c'est la majorité absolue. Voilà. Les jouissances, on les a souvent sur les terrasses. Un balcon, même si c'est dans les parties communes, on sent que ça peut être qu'une jouissance privative. Il n'y a que moi qui puisse aller sur le balcon. Il n'y a pas de téléportation d'un copropriétaire, paf, sur le balcon. Donc même si je l'ai omis, on sent que le balcon devrait être en jouissance privative ou privative. C'est un élément 2. Donc on va chasser ces éléments-là pour essayer de les rendre contractuels dans le règlement de copropriété. Ces jouissances privatives, souvent elles sont notées uniquement dans l'EDD, dans la
descriptif de votre lot. Lot numéro X, dernier étage, un appartement avec une jouissance d'une terrasse. Et quand je lis les parties communes générales, j'ai rien. Et ben la loi Elan va permettre de créer un chapitre dans les parties communes générales à jouissance privative, et on va le mettre dans le contrat. Voilà. Hein, on va translater une information de l'EDD. Alors, juste pour terminer, pour vous laisser le temps de poser des questions, bon, il faut bien comprendre que entre 2018, date de publication de la loi Elan, et 3DS 2022, tout le débat était de savoir quelles étaient les sanctions encourues en l'absence de modification et de mise en conformité sur les 3 points, donc droit, l'eau transitoire. Bon, en fait, il n'y a pas de sanction. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que d'un point de vue pratique, il n'y a pas de sanction. La seule sanction potentielle, notamment par rapport aux charges communes spéciales, et ça rejoint la position de l'avocat dont je vous ai parlé, c'est d'envisager un copropriétaire qui ne paierait plus ses charges dans un bâtiment, se laisserait entraîner au tribunal et dirait au juge: vous devez réputer non écrite l'état de répartition des charges spéciales bâtiment parce qu'il n'y a pas précisément de partie commune spéciale qui s'y rapporte. Bon, ça reste très théorique puisque, à nouveau, la mutualisation des charges et des dépenses d'entretien en présence de plusieurs bâtiments n'intéresse personne. Voilà, je laisse Corentin vous distribuer la parole pour les questions. Alors, je tiens. Vous tenez, bien. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du Airbnb. Alors, évidemment, à l'époque du règlement de copropriété qui date de 1973, le Airbnb n'existait pas. Et maintenant, certains propriétaires souhaitent utiliser cette formule. Et l'on nous dit, puisque ce n'est pas interdit dans le règlement de propriété, c'est autorisé. Donc, je voudrais savoir si on peut effectuer une modification du règlement de copropriété pour interdire éventuellement, bien sûr, ce sera proposé au vote, interdire de louer en Airbnb dans la propriété. Alors, je vais en parler dans l'atelier que je fais à 13h30 sur les changements d'affectation d'un lot de copropriété. On est en plein dedans, hein. Changement d'affectation. Donc 13h30 à 14h, j'en parlerai un peu particulièrement. Airbnb, ça n'existait pas, mais c'est affilié à un local commercial qui existe depuis la nuit des temps. Donc on a la réponse pour les faux Airbnb. Entre le vrai et le faux, hein, entre les règles, effectivement, deux. Juste, il faut nuancer, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que l'activité de location dite de courte durée, elle n'est pas commerciale par nature. C'est-à-dire que les tribunaux ont pris soin de rappeler au début de cette année qu'elle ne devenait commerciale qu'en présence de 3 critères sur 4, l'assimilant à une activité hôtelière ou para-hôtelière, c'est-à-dire fourniture de linge, accueil personnalisé des résidents, même avec un digicode ou un badge, petit déjeuner, et le 3e, c'est entretien, et entretien donc du local loué, pas seulement après départ et arrivée de chaque nouvel occupant. Donc pour vous répondre, c'est l'unanimité des voix. Donc de toute façon, on porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives. Donc les locations dites de courte durée ne sont absolument pas aujourd'hui prohibées, même si votre immeuble comporte ce qu'on appelle une clause d'habitation bourgeoise à titre ordinaire. Quand c'est exclusif, c'est-à-dire aucune activité professionnelle, commerciale, de quelque nature que ce soit, que de l'habitation, c'est prohibé, n'importe quel avocat vous le dira. Par contre, si c'est lié à la destination bourgeoise à titre ordinaire qui autorise en étage l'exercice d'une profession libérale, attention, c'est pas aujourd'hui une activité commerciale par nature. Alors l'approche de William est différente parce qu'elle est liée à son activité de géomètre, mais l'approche juridique est celle-ci. Tout est lié à la destination, hein, qui est la pierre angulaire de tout conflit strictement bourgeois. Et encore plus, hein, il y a très haut standing, où là, effectivement, on n'a même pas le droit de diviser un lot. Alors que le lot, effectivement, c'est l'article 24. Donc c'est vraiment... Voilà. Pour pas que vous pensiez que de principe, c'est commercial. Non, je laisse finir. Je disais, il ne faut pas que vous pensiez que de principe, contrairement à ce qui peut se lire ici ou là, une activité de cette nature est commerciale. Alors, il y a des règles très spécifiques à Paris, liées, je vais en laisser parler Pierre, vous les exposer brièvement, mais toutes ces règles-là, c'est dans les rapports entre l'administration et les copros. Mais dans la copro elle-même, si 3 des 4 critères dont je vous ai parlé ne sont pas présents, l'activité est licite.
Oui, peut-être on va sur cette question de location Airbnb, on va juste rappeler qu'il y a un guide qui vient qui est sorti très récemment sur cette question-là et qui traite de cette question et également qui traite du volet fiscal et du volet au niveau, enfin, du urbanistique, parce qu'il y a aussi les questions pour notamment en région parisienne, Grande Couronne et les villes de plus de 200 000 habitants, il y a ce qu'on appelle l'obligation de faire un changement d'usage dans certaines hypothèses. Voilà, vous avez donc plusieurs législations à la fois, donc les dispositions du règlement de copropriété et les dispositions du code de l'urbanisme. Voilà, là-dessus, on vous renvoie à nos écrits et puis évidemment on reste à disposition. Oui, bonjour. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. La destination bourgeoise, à titre ordinaire, est une terminologie spécifique au règlement de copropriété. Est-ce que ça concerne aussi, on a parlé des Airbnb, mais est-ce que ça peut concerner un local commercial risquant de se transformer en local de bouche, je ne peux même pas parler de restaurant, mais de restauration rapide. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, j'ai peut-être pas tout compris, mais vous avez parlé de l'adaptation de la loi de 65, mais les modifications, est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que c'est pareil, adaptation et modification? L'adaptation, en fait, c'est vraiment le dispositif visé, enfin, c'est les dispositions de l'article 24F pour les modifications législatives ou réglementaires par décret, qui soient intervenues postérieurement à l'adoption du règlement de copropriété. Quand on parle de modification de façon générale du règlement, pour les autres questions, c'est la majorité de l'article 26 par principe. Et là, pour ce qui relevait de la loi Elan, on parlait plutôt de mise à jour des règlements de copropriété avec toutes les difficultés quant au choix des majorités qui ont été évoquées. Peut-être... Ah oui. Oui, excusez-moi, sur la destination, s'il est simplement indiqué commercial dans votre règlement, par principe, il faut bien regarder l'intégralité de la clause du règlement, parce que vous avez de nombreux règlements qui prohibent l'activité, qui peuvent prévoir une destination commerciale pour les lots du rez-de-chaussée, mais qui vont prohiber néanmoins les activités de bouche, les activités qui créent des nuisances olfactives ou autres. Mais si c'est simplement indiqué commercial, là, vous ne pouvez pas vous opposer à l'installation d'un restaurant. Après, ça sera le droit commun des troubles anormaux du voisinage, etc., sur lequel vous pourrez vous appuyer, ou même sur d'autres clauses du règlement de copropriété qui prévoient une jouissance paisible, etc. Non, c'est une modification de la destination, c'est à l'unanimité. Donc non, vous avez un règlement qui vous édicte ce que vous pouvez faire depuis l'origine. La destination est importante, effectivement. C'est le contrat. Si le local commercial est générique, on peut faire tous locaux commerciaux. Il peut être restrictif par d'autres phrases, comme tu l'as dit, mentionnées dans le règlement. Mais s'il n'y a pas ces restrictions à l'origine, tout locaux commerciaux est possible. Si vous voulez le restreindre a posteriori, effectivement, c'est une modification officielle du règlement de copropriété. Vous touchez au texte sacré et donc à la charte commune, l'unanimité, pour moi. Mais c'est toujours l'histoire comme... Je vous le tiens, madame. Ah bon, Oui. s'il vous plaît, le syndic a un règlement de copropriété inférieur au mien et non daté. Moi, j'ai le règlement déposé, écrit et déposé par le notaire, lequel est valable. Il prétend que c'est le sien. Alors, oui. Et comment le prouver lequel est valable? Alors, pour 15 €, vous avez... pour 42 €, vous avez tout. Fiche immeuble, CERFA 3233, vous avez la liste du règlement de copropriété. Et CERFA 3236, vous commandez le règlement au service de la publicité foncière en 10 jours. Pour 42 €, vous avez normalement ce qui a été publié aux hypothèques. Et c'est le vrai règlement. Quand on a un doute, on va commander au service de la publicité foncière. Eh bien, le simplifié est officiel. C'est ce qui est déposé, publié, qui est publié, qui est opposable au tiers, c'est ce qui est publié. Donc c'est pour ça qu'on fait cette démarche-là. En 10 jours, 42 €, on sait récupérer le vrai règlement. Juste brièvement, il y a un guide qui a été édité qui s'appelle Partie commune
général parti commune spécial qui n'a pas été rédigé par l'un de nous quatre, mais qui est très très bien fait et qui est vendu à la librairie et qui vous permettra de faire le point sur la notion de mise en conformité. Et là, il est vraiment très très bien fait. Voilà. Bonjour, déjà merci pour cette conférence. Nous sommes dans une copropriété de 1024 lots, 11 bâtiments, 28 pavillons, un petit centre commercial, un règlement de copropriété qui date des années 59, qui n'a jamais été revu à part 2008 parce qu'il y a une vente de parcelles qui a été faite. Aujourd'hui, je me bats avec le syndic depuis 2 ans pour que déjà on puisse entamer déjà les 3DS. Il refuse. Donc, ce qui fait qu'on a engagé quasiment une procédure vraiment pour essayer d'aller un peu plus loin. Mais ça devient vraiment très, très, très compliqué. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que conseil syndical, comment on peut œuvrer pour justement tordre le bras du syndic pour que ce règlement de 59 puisse être revu entièrement. En plus de ça, il nous manque des clés de répartition. C'est-à-dire depuis 1959, nous n'avons pas de clé de répartition pour le chauffage. Il nous prélève quand même des charges de chauffage, qu'on paye tous les trimestres. Mais je lui ai demandé de me ressortir toutes les clés de répartition et a priori, il a pris la décision là, cette année de solliciter un géomètre. Oui, enfin, je pense là, tout le monde peut répondre. De toute façon, il faut lui rappeler l'obligation de mise en conformité qui est prévue, encore une fois, par l'article 89. Bon, il y a le principe de la mise en demeure de vous communiquer éventuellement l'ordre de service passé au géomètre expert, puisque si vous êtes membre du conseil syndical, vous avez la possibilité de le faire. Et si au bout d'un mois, vous n'avez reçu aucun retour de sa part, c'est-à-dire un ordre de service adressé qui a un notaire, qui a un géomètre, il y a une pénalité de 15 € qui commence à courir par jour de retard. Donc comme je pense qu'il n'a pas spécialement envie de perdre votre copropriété, l'addition peut monter très vite. Et je viens que la mise en conformité ne compte que 3 thèmes, partie commune spéciale, jouissance privative et l'eau transitoire. Donc ça ne comprend pas les charges de chauffage. C'est un autre débat et vous ne pourrez pas effectivement le régulariser dans ce cadre-là. Il faut faire effectivement une création de clé de répartition de charges de chauffage, savoir si l'équipement était d'origine à la copropriété, c'est un manquement du règlement, donc il faut faire un rectificatif, ou si l'équipement est devenu a posteriori, comme les ascenseurs, c'est le plus souvent, et à ce moment-là, ça devrait prendre un vote de création de clé de répartition de charges de chauffage à la date et à la règle de majorité de l'installation de cet équipement dans la copropriété, même si le compteur individuel est une obligation, il me semble. Oui, bonjour. Il y a une nouvelle mode actuellement dans les petites copropriétés, c'est des nouveaux acquéreurs qui achètent un lot et qui cassent tout à l'intérieur pour le transformer complètement. Certes, ils demandent des autorisations, mais on s'aperçoit l'usage qu'ils outrepassent largement, qu'ils attaquent les parties communes et qui provoquent un certain nombre de sinistres. En matière de modification du règlement de copropriété, y a-t-il moyen d'interdire ou tout au moins de largement encadrer ces pratiques déviantes ? Alors j'ai tendance à dire, si je prends la parole, que sur les travaux des parties privatives, il fait ce qu'il veut, comme on fait tous, on a encore un peu de liberté dans sa propriété. C'est-à-dire que si je touche aux cloisons, au parquet ou au revêtement superficiel, je suis dans le cadre. C'est quand effectivement j'attaque des travaux sur partie commune. Je dis, mon collègue va vous l'expliquer. La question implicite posée par monsieur, c'est le fait de pouvoir insérer des clauses dans des règlements qui interdisent ou qui limitent ce qu'on appelle la division des lots. Et je vous laisse mon collègue vous en parler. Oui, alors il faut, oui, sur cette question-là précisément, c'est assez. Pour interdire la division de l'eau, c'est très difficile. En fait, il faudrait que ça soit justifié par la destination de l'immeuble. Et donc, ça peut être admis dans des immeubles. On donne toujours en exemple le cas d'un immeuble de très grand standing ou même d'un standing bourgeois avec qui comprendrait par exemple par étage un appartement ou 2 appartements, tous des 4 ou 5 pièces, des appartements familiaux. Là, on peut interdire dans le règlement la division de ces appartements en studio, en chambre de service, parce qu'évidemment, ça ne sera plus du tout le même public, les mêmes habitants, le même type d'occupation qu'auparavant. Donc ça, dans ces situations-là, c'est possible. Après, si c'est une copropriété où vous avez déjà une variété de superficie, là, c'est beaucoup plus douteux.
Moi, la division de l'eau est soumise à l'article 24, hein, mis à part le très haut standing, effectivement, et le bourgeois, où on a mis en copropriété pour un certain nombre de copropriétaires, on ne veut pas augmenter, entre autres, aussi le nombre de copropriétaires. C'est une marge, hein, c'est peut-être 5% ou 3% des règlements que j'ai vus. Habituellement, la division d'un lot comme une réunion du lot, c'est l'article 24 et le syndicat ne peut pas s'y opposer. On est quand même dans sa propriété et dans la propriété, sauf s'il y a des travaux sur partie commune. Quand je divise, je crée peut-être une ouverture sur une cloison qui est une partie commune. Et là, je passe à l'article 25, travaux sur partie commune par un copropriétaire, donc 24 ou 25. Mais je l'ai vu souvent, une division d'un lot attaqué par le syndicat à l'article 24, c'est un abus de majorité. J'ai le droit de diviser mon lot si je ne fais pas de travaux sur des parties communes. Sauf que, pour terminer, ce que mon collègue vous explique, c'est aussi que, par rapport à la question de monsieur, si la clause n'est pas dans le règlement, c'est l'unanimité des voix, puisqu'on porte atteinte aux modalités de jouissance, et ça rejoint l'explication de William, le droit de propriété, à nouveau, est ultra protégé à tout point de vue, y compris au niveau de sa restriction par l'Assemblée. Voilà. Donc, on va arrêter le thème, la conférence. Et donc on vous remercie et on vous renvoie éventuellement au guide. Voilà. Voilà, on peut les applaudir. Merci à vous toutes et vous tous.